Lundi, on apprenait avec soulagement la libération de Pierre Piccinini, otage belge en Syrie. Quelques heures plus tard, il affirmait sur notre plateau que ce n'est pas le gouvernement de Bachar el-Assad, mais bien les rebelles qui ont utilisé des armes chimiques. Alors merci d'être avec nous ce midi, Pierre Piccinini. Vous maintenez ces propos, même si votre compagnon de détention les nuance très fort? Alors je les maintiens, il ne les nuance pas sur le fond. Il lui a été demandé d'être prudent sur les conclusions. Il n'en parle pas. Moi, j'ai lu le compte-rendu de vos quelques mois d'horreur dans la Stampa. Il ne parle absolument pas de cette conversation. Ce mercredi, le Soir Magazine, à qui j'ai confié l'intégralité de la question, va publier 5 pages entières sur ce sujet. Donc, dans le Soir de Magazine de mercredi, Domenico s'exprime aussi. Il a préféré attendre pour que nous exprimions ensemble. Il y avait aussi le fait que la magistrature italienne lui avait demandé, avant que les auditions soient terminées, de ne pas trop parler de cette question. Il a tout de même dit, c'est une folie de dire que je sais qu'Assad n'a pas utilisé du gaz. Attention, il n'a pas exactement dit ça. Mercredi, dans le Soir Magazine, tout sera expliqué. Bon, on dira le Soir Magazine. Je pense, oui. Simon Petermann, quelle crédibilité vous accordez-vous à ces propos? Écoutez, moi j'ai de la sympathie pour les gens qui mouillent leur chemise sur le terrain. Ça, c'est une chose. Ensuite, je me pose des questions. Je pose des questions parce que les déclarations un peu péremptoires de M. Piccinini, évidemment, posent problème. Alors, je lirai le Soir Magazine, moi aussi, cette semaine. Mais moi, je voudrais lui demander ce qui l'a motivé. Est-ce que c'est, je ne sais pas, le goût de l'aventure? Est-ce que c'est un engagement idéologique? Est-ce que c'est autre chose qui vous pousse? Je pense que, ma fonction principale est évidemment celle de l'enseignement en communauté française, mais parallèlement à ça, depuis des années maintenant, j'écris, je publie, je travaille en tant qu'historien et politologue, ce sont mes formations de base, et le monde arabe est un de mes sujets de prédilection. Donc avec le printemps arabe, vu que j'avais pas mal de contacts, notamment au niveau du président tunisien Marzouki, des différents acteurs de la révolution syrienne et égyptienne, j'ai voulu aller sur le terrain pour voir ce qui s'y passait, surtout dans le cadre très complexe de la révolution syrienne. C'était mon 8e voyage. Où on pourquoi? Pour votre édification personnelle? Il est vraiment nécessaire, si on veut produire une analyse solide et réaliste, d'être présent dans une situation comme celle-là, qui est très très évolutive. On a souvent présenté cette révolution syrienne comme très statique, un peuple contre son dictateur. En fait, c'est beaucoup plus complexe, et si on n'est pas sur le terrain, je pense qu'on dit beaucoup de bêtises. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de besoin de reconnaissance? Parce qu'aller sur le terrain et dire ce qui s'y passe, vous avez envie que ça influence les décideurs politiques? Je ne pense pas. Disons qu'il est un fait qu'à un certain moment, quand j'ai vu cette révolution se développer, je me suis clairement engagé, je l'ai écrit d'ailleurs, que je m'engageais aux côtés de l'armée syrienne libre, pas des mouvements djihadistes, pas des mouvements de bandits qui commencent à infiltrer cette révolution, parce je crois qu'à un certain moment, la neutralité axiologique, on ne peut plus la défendre quand on voit des enfants mourir sous les bombes. Christophe Lamfalussy, vous avez écrit dans la Libre, c'est pas la première fois que Pierre Piccinini est accusé de parler trop vite et d'en rajouter un peu. Donc vous dites que c'est un mythomane, c'est ça? Non, pas du tout. D'abord, je voudrais dire aussi que je respecte les gens qui vont sur le terrain, parce qu'effectivement, c'est sur le terrain qu'on apprend les choses. Bien sûr. Mais je prends mes distances par rapport au travail de quelqu'un qui est plutôt un intellectuel, qui prend fait et cause pour un sujet et qui s'immerge dans cette réalité-là. Comme journaliste, nous, on essaye de prendre un peu de distance, et distance par rapport au sujet. Donc, en principe, on n'est pas des girouettes, disons, passant d'un camp à un autre. Oui, Pierre Piccinini a plusieurs fois changé de camp. Enfin, je n'ai jamais changé de camp en 10 secondes. Il est un fait que lors de mes premiers voyages en Syrie, il ne se passait pas grand-chose. Comme l'avait écrit dans Le Soir François-Jeanne Dauté, journaliste chevronné, la révolution se faisait attendre. J'ai témoigné de ce que j'avais vu, ou plutôt de ce que je n'avais pas vu, et à ce moment-là, on m'a dit « Ah ouais, il défend Assad, il dit qu'il ne se passe rien en Syrie ». C'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. Je pense qu'on m'a collé une étiquette qui n'était pas la bonne. Mais je vous ai coupé. Non, ce que moi je trouve, ma petite critique que je fais à Pierre, parce qu'on se connaît quand même depuis plusieurs années maintenant, c'est que le voyage qu'il a entrepris était peut-être le voyage de trop cette fois-ci. On savait que dans le nord de la Syrie, il y avait des groupes terroristes islamistes qui se greffaient sur l'armée syrienne de libération.
et que donc on est dans une situation dans le nord de la Syrie où c'est vraiment dangereux de travailler comme journaliste. Il y a un marché d'otages, il y a un photographe franco-américain qui a été libéré contre une rançon de 450 000 $. Donc, comme journaliste, on n'est plus protégé, on n'a aucune protection. Alors, vous comprenez qu'on y aille quand même, comme Pierre Piccinini? Je comprends moins ce voyage-là que les autres. Eric David, vous êtes professeur de droit international, vous, à l'ULB. Vous comprenez cette démarche qui consiste à aller au front quand même et à se mettre en danger? Alors, je ne sais pas si le danger, on l'appréhende vraiment au moment où on se rend, comme vous dites, au front. Vous savez, je roule tous les jours à vélo, probablement que je cours presque autant de risques, enfin j'exagère bien sûr, que Pierre Piccinini, mais je crois que le fait d'aller sur le terrain, moi ça m'a toujours frappé par rapport à mes expériences passées. C'est une chose de lire des comptes rendus parfois très sérieux d'événements, c'est autre chose de les vivre dans la réalité. Par exemple, je me suis rendu récemment, j'ai participé à une randonnée vélo justement dans le Negev entre les villages bédouins non reconnus. Et je savais tout ce qui se passait. Je savais que ces villages n'étaient pas reconnus par Israël, mais le fait de le voir ce que c'est qu'une maison qui est détruite par des bulldozers israéliens, et puis d'autre part le lire dans un compte rendu de presse, ce n'est vraiment pas la même chose. Et je crois que de ce point de vue-là, je pense que Pierre Piccinini peut apporter un témoignage tout à fait intéressant, et en tout cas de première main. En tout cas, vous avez reçu le soutien de Vladimir Poutine, hein, c'est pas rien, puisque il a déclaré il y a quelques jours: personne ne doute de l'utilisation de gaz mortel en Syrie, mais il y a toutes les raisons de penser qu'il a été utilisé par les forces d'opposition pour provoquer une intervention. Vous travaillez pour les Russes? Ni pour les Russes, ni pour personne. Je voulais juste ajouter à 5 secondes. Nous avons, Domenico et moi, quand le directeur de la Stampa a donné son accord aussi à Domenico de m'accompagner dans ce voyage, c'était le 5e que nous faisions ensemble, nous avons toujours pris les plus grandes sécurités nécessaires. Vous savez, je connais personnellement le général Ahmed Jabal al-Oqaïdi, qui est le commandant en chef de l'armée syrienne libre à Alep. Il nous assure une sécurité. Donc jamais on ne s'était imaginé qu'on allait être trahi ainsi par l'armée libre. Est-ce que vous avez vu des combattants belges en Syrie? Alors j'étais sur la piste de l'un d'entre eux. Juste avant de partir, j'avais rencontré lors d'une émission de Jean-Paul Eck à la RTBF Radio le sénateur Georges Dallemagne, qui est donc le président de la commission qui gère ce problème de djihadistes belges qui partent. Et j'avais tenté d'en retrouver un. Donc il y en a effectivement. Mais je ne les ai pas rencontrés, non, j'ai pas eu le temps. Alors, messieurs, c'est très court, hein, mais quand même 2 mots sur ce qui se passe là aujourd'hui. Le contrôle des armes chimiques proposé par les Russes et accepté par la Syrie, c'est applicable? C'est la garantie que ce conflit ne va pas s'étendre? Ben écoutez, on verra. Parce qu'il y a un calendrier qui a été fixé maintenant. Bachar el-Assad, je pense, a une semaine pour donner un certain nombre d'informations sur l'arsenal des armes chimiques. Bon, ensuite, on parle du déploiement d'observateurs sur le terrain en 2014. Alors nous verrons. C'est-à-dire que cet accord donne du répit au régime de Bachar el-Assad. Christophe Lamfalussy, l'observateur que vous êtes, il est plutôt rassuré? Oui, c'est un beau coup diplomatique de la part des Russes. Hein. C'est un beau coup diplomatique et en même temps c'est une bonne nouvelle parce que c'est la première fois depuis 2 ans que les choses bougent et qu'on a un espoir d'aller éventuellement vers un accord de paix, puisque les Américains et les Russes veulent, au-delà de cet accord de démantèlement des armes chimiques, aussi arriver à un accord global. Mais la grande question qui se pose maintenant, c'est que va dire l'armée syrienne de libération? Eh bien, on suivra, parce que là, on n'a plus le temps. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous souhaite un bon appétit si vous passez à table. À dimanche prochain.